Alors, je voulais vous parler donc du cadrage, car ce terme anglo-saxon a une traduction française. Mais évidemment, si je vous dis cadrage, c'est pas forcément aussi parlant. Alors, j'ai trouvé, parce qu'il paraît qu'il n'est de bonne, présentation qu'une présentation qui commence par une citation. Et donc, c'est une citation de Chuck Palahniuk qui dit c'est marrant de voir à quel point dans l'art, finalement, c'est le cadre qui compte bien plus que l'œuvre elle-même. Alors, il se trouve que c'est pas complètement faux, en particulier quand on parle quand on parle du framing. Et pour vous donner un premier aperçu de ce qu'est le framing, je vous propose de réfléchir à une série de termes qu'on peut mettre en opposition assez facilement. Par exemple, résistant ou terroriste, immigrant illégal ou travailleur sans papier, changement climatique ou dérèglement climatique, modernisation ou casse de l'outil de travail, modification génétique ou manipulation, commentaire critique ou une critique cynique. Alors là, vous voyez que les anglo-saxons ont inventé un terme, le électrosmog, qui fait part de tous ces champs électromagnétiques qui nous polluent. Bon, mais pour certains, c'est juste un champ électromagnétique, c'est quelque chose de scientifique et de neutre. Et puis, vous en avez un dernier qui est assez intéressant, qui est la notion de biocarburant, ou est-ce qu'il faut appeler ça l'éthanol. Il y a un débat, mais ça vous paraît anecdotique, mais je me souviens d'une conférence où un scientifique venait parler, ou un économiste venait parler du rôle des biocarburants, de ce qu'il y a de bien ou pas bien dans les biocarburants. Et dans la salle, il y avait des associations qui étaient très concernées par l'environnement. Et une des questions, c'était est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de parler de biocarburants parce que ça laisse entendre que ce sont des carburants qui sont bio. Et donc la réponse du, de l'économiste, c'est de dire écoutez, c'est la façon dont ils sont appelés couramment autour de nous, donc je suis bien obligé de garder ça. Il y avait un enjeu et une tension. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple de la vie quotidienne. Vous vous retrouvez chez un client et vous allez le voir pour lui parler des problèmes de qualité que vous avez notés dans votre travail. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous avez livré un tunnel avec des marquages au sol. Bon, vous apercevez que les marquages au sol que vous avez testés ne sont pas forcément les bons, donc vous êtes en train d'essayer de les changer. Vous voyez, vous êtes raisonnable, vous faites votre travail. Et la réponse du client, ça va être, mais en fait, vous ne connaissez pas votre métier, vous nous avez fait des trucs qui n'étaient pas du tout les bons. Quel problème? C'est que vous êtes obligé, vous, de vous justifier, d'expliquer, mais si, regardez, on en avait parlé, je vous avais dit que c'était un test, etc. Donc, le même problème de qualité adressé par voilà, monsieur le client, on a une grosse politique de qualité. Chez nous, c'est important. Donc, en regardant le travail qu'on a fait chez vous, on pourrait le laisser comme ça, mais on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dans nos standards. Donc, on a essayé de venir faire des améliorations. Là, il peut y avoir une réponse qui est mais il y a encore plein de problèmes. Ah ben, c'est une bonne information. Vérifions ensemble qu'ils ont bien été pris en compte dans notre travail sur notre qualité. Mais je vous remercie de m'avoir fait part de tous ces sujets. Qu'est-ce qui a changé? Le cadre dans lequel on place la conversation, la façon d'introduire la conversation. C'est ça qu'on appelle le cadrage. Je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple dans la vente de la façon dont vous allez introduire la conversation avec votre client. Si vous arrivez et que vous dites « Vous avez un problème que je peux résoudre », la seule réponse que vous pouvez avoir éventuellement, c'est « Comment vous savez que nous avons un problème comme celui-là » Ah ben écoutez, c'est parce qu'on connaît nos clients, vous avez telle caractéristique, vous avez telle façon de travailler, et donc on imagine que ça, c'est un sujet. Et probablement, vous avez raison, vous connaissez votre client, vous connaissez votre marché. Et vous voyez que dans ce cadre-là, vous êtes tout à fait confortable par rapport à un cadre où vous venez présenter votre nouveau produit,
et vous avez en face quelqu'un qui pense très clairement que vous venez chercher à refourguer votre stock de produits invendus. On est dans un cadre complètement différent. Alors, dans la présentation que vous allez avoir en lien, je vous ai laissé un lien vers une vidéo sur YouTube où la dame que vous voyez en rouge, qui est une couleur saine comme chacun sait, est une directrice d'école. Et le reporter à côté va essayer de lui faire dire qu'elle a fait une connerie parce qu'il y a un dealer de drogue qui fuyait la police, qui a frappé chez elle et qui a essayé d'aller se planquer dans son école. Et elle, à 3 reprises, donc je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo, à 3 reprises, va se défendre de ça en disant « Écoutez, nous sommes un business, quand quelqu'un frappe, on ouvre la porte et on dit « Comment puis-je vous aider ?» Et le reporter va essayer de dire « Oui, mais enfin quand même, vous auriez pu utiliser l'interphone, vous auriez pu… » Et elle va répondre à chaque fois, sans se démonter « Écoutez, comme je vous l'ai dit, nous sommes un business. Les gens qui sonnent peuvent être des parents qui viennent chercher leurs enfants ou des grands-parents. On est en début d'année, on ne connaît pas encore tout le monde. Donc, on ouvre la porte et on dit « Comment puis-je vous aider ?» Et nous avons des procédures, nous avons réagi avec les procédures. Aucun enfant n'a été blessé, aucun adulte n'a été blessé. On est très fiers de notre façon de réagir. On va bien sûr faire un retour d'expérience, mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très fier de la façon dont nous avons réagi en interne. Et 3 fois de suite, on a un journaliste qui essaye de dire « mais quand même », et elle qui va être très calmement à imposer son cadre. Ce que ça vous montre, c'est qu'on est avec un cadrage, éventuellement dans une guerre et dans une opposition sur le cadrage. Celui qui arrive à imposer son cadre a un impact sur le reste de la conversation. Alors, qu'est-ce qu'un bon cadrage? Alors là, on commence à devenir un peu technique. Un bon cadrage, c'est puissant et simple. C'est quelque chose qui s'impose. Vous dites, ah ouais, non, c'est vrai que ça a l'air clair. Et c'est aussi quelque chose qui colle, quelque chose qui nous reste sur notre esprit parce qu'on se dit que effectivement, c'est du bon sens. Souvent, dans le cadrage, on va aller mettre en avant un méchant. Alors, ce n'est pas forcément agressif. Par exemple, chez Melsion, on a tendance à dire que nous, on conseille les entrepreneurs et uniquement les entrepreneurs. C'est une façon de dire qu'on a en face de nous des concurrents ou des gens qui proposent d'aider les entrepreneurs, mais qui n'aident pas que les entrepreneurs, qui aident par exemple les investisseurs ou les autorités publiques ou qui ont un autre agenda éventuel. Donc c'est pas méchant, c'est pas une très belle écriture. C'est pas c'est pas une agression, mais ça montre une différence par rapport à quelqu'un d'autre. Et le dernier point, c'est qu'un bon cadrage va s'attaquer aux valeurs clés de l'adversaire, c'est-à-dire la personne à qui on parle. C'est-à-dire que quand notre directrice d'école parle à Fox News, qui est une chaîne plutôt à droite, dire écoutez, nous on a un business et nous on a suivi les procédures qu'on avait mises en place et on a été très carré. Il n'y a pas un auditeur de Fox News qui va dire « Oh, quand même, elle exagère ». Elle a utilisé les valeurs de l'adversaire. Alors, le cadrage a un impact sur vous. L'impact, c'est que ça vous met sur la défensive, que ça vous oblige à utiliser le cadre de l'autre, à admettre que le cadre de l'autre a une valeur. Ça vous fait supporter la charge de la preuve. C'est tout d'un coup, vous devez vous justifier. Et pour vous justifier, vous allez être obligé de rentrer dans la complexité, parce que toute situation est complexe, face à quelqu'un qui, lui, a présenté quelque chose de très simple, puisque je vous rappelle qu'un bon cadre est un cadre simple. Donc, du coup, ça vous met dans une très mauvaise situation. Vous connaissez cette dame, Margaret Thatcher. Je ne vais pas vous passer la vidéo
parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Mais le lien est dans la présentation. Et je vous encourage en fait à venir l'écouter. C'est un député libéral qui vient dire Madame le Premier ministre, depuis que vous êtes en place, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a cessé de s'augmenter. Et la réponse de Margaret Thatcher va être écoutez, je comprends que vous soyez très concerné par la question des riches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des pauvres. Ce que j'ai veillé, c'est que la situation des pauvres augmente de plus en plus. J'ai l'impression que vous auriez préféré que l'écart soit plus faible, même si ça fasse des pauvres plus pauvres, alors que moi, je ne suis pas très intéressé à la question de l'écart du moment que les pauvres s'enrichissent. Et donc, elle va utiliser les valeurs de l'autre, le sort des pauvres, et elle va utiliser aussi cette idée qu'il cherche une conséquence qui n'est pas celle auquel il prétend, c'est-à-dire l'appauvrissement et la réduction vers le bas de l'inégalité. Là, vous voyez le Premier ministre australien, je vous ai mis un lien aussi, qui annonce que tous les immigrants illégaux qui seront arrivés par bateau sur le territoire australien vont, grâce à l'homme que vous voyez à sa droite ou à gauche en photo, qui est un représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec lequel ils viennent de signer un accord, tout immigrant illégal va être renvoyé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est pour les Indonésiens un peu le symbole de l'enfer. Les Indonésiens sont un pays musulman très ouvert, qui admet qu'il y a 7 religions qui sont acceptables, mais la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne fait pas partie de ce cadre-là, et il les considère vraiment comme la terre des sauvages. Et la façon dont ce Premier ministre va défendre son idée, c'est d'utiliser les valeurs du camp opposé en disant « j'ai décidé de lutter contre le trafic humain. Et pour ça, je m'attaque à la racine, je vais faire en sorte que les clients des trafiquants, quand ils viennent acheter un billet, comprennent qu'ils ont toutes les chances d'atterrir en Papouasie-Nouvelle-Guinée. » Donc c'est très intelligent, c'est encore une fois une façon d'utiliser les valeurs de l'autre pour faire ça. En conclusion, moi je pense que vous avez avec cette technique de framing un vrai outil qui va vous aider aussi bien pour vos pitchs que face à vos collaborateurs ou pour votre communication générale. Voilà ma contribution à cette chronique de ce jour. Merci Jean-Christophe, et peut-être que tu pourrais nous donner quelques éléments à lire pour comprendre un peu la façon de construire un bon framing tout en restant dans l'éthique et dans l'approche simplement de prévenir une forme de framing qu'on voudrait placer sur son entreprise ou sur les personnes. Alors deux sujets très différents, effectivement. Un sujet sur comment est-ce qu'on peut se former à ça. Alors, ma recommandation, c'est un cours en ligne sur le site EDX, qui est un cours qui va vous, pas à pas, vous introduire à tous les sujets. Et d'ailleurs, les 3 vidéos que je vais présenter viennent directement de ce cours-là. Donc, c'est Framing 101 sur EDX. Vous mettrez le lien dans la description de la vidéo. Et pour ce qui est de la question de l'éthique, c'est toujours la même question. Chacune des techniques qu'on vous propose peuvent être employées de travers, peuvent être employées de manière non éthique. Et donc, il y a un vrai sujet à rester quelqu'un qui ne cherche pas à abuser des armes qu'il a entre la main. Okay. Tu as une question de Florian qui demande si cette stratégie du framing ne prend pas à contre-pied la culture française du compromis. Et très astucieusement, Florian fait le lien entre couper la poire en deux et cette question du framing. Alors,
ce qui est très frappant, c'est que le cours de framing que vous pouvez trouver donc sur edX, c'est le basique de tout homme politique anglo-saxon. C'est-à-dire que ça fait probablement une quinzaine d'années, une vingtaine d'années que ça fait partie de ce qu'on apprend à l'école de sciences politiques. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas en France, donc du coup, je vois systématiquement dans la culture française des gens qui pensent que argumenter, contre-argumenter, répondre à l'argumentation est utile, alors que ça ne fait que renforcer le cadre de l'adversaire et qu'au final, comme ça va complexifier la conversation, eh ben, l'auditeur va avoir ce sentiment que oui, non, mais globalement, le journaliste s'est bien fait de poser cette question parce qu'il devait y avoir quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui reste. Et je ne pense pas que ce soit lié à la culture française, je pense que c'est un manque de formation sur ce sujet, plus quelque chose de partie intégrante de notre culture. On a dans notre culture, évidemment, une culture très cartésienne et très basée sur l'idée que la raison va l'emporter, mais on a aussi une culture de la négociation, du compromis qui est tout aussi vivace.